Chers membres, chers amis, bienvenue en France, au cœur de la région Alsace, dans un petit village appelé Wingen-sur-Moder, là où se situe le musée Lalique. Véronique Brum, la directrice du musée Lalique, nous a ouvert ses portes exceptionnellement pour une visite privée du musée à travers les collections d'objets décoratifs, de bijoux, d'intérieur design, mais aussi, bien entendu, de flacons de parfum. Une découverte que j'espère vous apprécierez. Profitez-en, enjoy, merci à tous. Je suis ravie de proposer cette visite. Merci Julie de m'avoir proposé de partager avec vous les collections du musée Lalique. Le musée Lalique est un jeune musée puisque nous avons ouvert en 2011. Le musée est installé sur un ancien site verrier en activité au XVIIIe et XIXe siècle. Il a été restauré par l'architecte Jean-Michel Villemotte qui travaille au niveau international et qui est réputé pour associer bâtiments anciens et bâtiments contemporains. Le musée présente la diversité des collections et des créations de René Lalique et de ses successeurs à travers les bijoux, les flacons de parfum bien sûr, mais aussi les aires de la table et les objets décoratifs. On va vous proposer une découverte de l'ensemble de ces créations. René Lalique est un artiste d'exception qui s'est illustré à la période de l'Art Nouveau avec ses bijoux, à celle de l'Art déco avec ses créations verrières. Il est né en 1860 à Ailly en Champagne, dans une famille de viticulteurs. Il a grandi à Paris, son père était commissionnaire en marchandises, commercial dirait-on aujourd'hui. Sa mère produisait des articles dits de Paris, autrement dit elle faisait de la broderie. Il retournait régulièrement en Champagne et c'est aux côtés de son grand-père maternel qu'il a découvert la nature, qu'il a commencé à croquer la nature. Il a 16 ans lorsque son père décède, à ce moment-là il va entrer en apprentissage, apprendre le métier de joaillier. Il va ensuite partir en Angleterre pendant 2 ans pour perfectionner son art du dessin et lorsqu'il revient en France, il va s'installer en tant que dessinateur en chambre, designer dirait-on aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il faisait des dessins qu'il vendait ensuite aux joailliers de la place, aux grands joailliers de l'époque qui les réalisaient. En fait, il se rend assez rapidement compte des limites de l'exercice. Il se rend compte qu'il ne peut pas laisser libre cours à son imagination. Et il va donc, à partir de l'âge de 25 ans, avoir son propre atelier. À ce moment-là, il va créer des bijoux véritablement nouveaux qui lui vaudront d'être qualifiés par Émile Gallet, autre grand nom de l'Art Nouveau, comme l'inventeur du bijou moderne. Dans un premier temps, les bijoux de Lalique plaisent principalement à une élite intellectuelle et artistique qui s'intéresse à leur valeur artistique et non pas à l'usage de pierres précieuses. Mais très rapidement, son talent va rayonner au niveau national puis international. L'exposition universelle de 1900 va marquer l'apogée de sa carrière de bijoutier. Il va, à partir de ce moment-là, être beaucoup copié. Plutôt que d'en être flatté, il va avoir envie de se tourner vers de nouveaux horizons. Le verre qui l'intéressait depuis quelque temps déjà, il l'utilisait dans ses bijoux, va devenir sa principale activité. Aux alentours de 1907-1908, il va rencontrer un parfumeur, François Coty, et c'est à partir de là qu'il va s'illustrer dans le domaine de la création et de la fabrication de flacons de parfums qu'il produit en région parisienne, à Comble-la-Ville. Il viendra s'installer à Wingen-sur-Moder au lendemain de la Première Guerre mondiale. René Lalique choisit de s'installer en Alsace, à Wingen-sur-Moder, parce qu'il savait pouvoir trouver dans la région la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à l'exercice de son art. La région est une région de tradition verrière depuis la fin du Moyen-Âge. Il a donc pu débaucher des verriers dans les verreries avoisinantes, mais il a également, au lendemain de la Première Guerre mondiale, pu bénéficier de mesures incitatives du gouvernement qui cherchait à faire de l'Alsace-Moselle retrouver des vitrines, si j'ose dire, de la France. Donc, la manufacture d'Alsace va se développer. Aujourd'hui, elle est la seule manufacture, la seule cristallerie Lalique en activité dans le monde entier. C'est de cette manufacture que sortent toutes les productions Lalique. René Lalique est mort en 1945. À ce moment-là, son fils Marc va prendre la relève.
Marc Lalique, lorsqu'il prend la relève de son père, va passer au cristal. Jusque-là, René Lalique faisait fabriquer ses œuvres en verre. Marc introduit le cristal chez Lalique. La différence entre le verre et le cristal, c'est la présence de plomb. Il faut un minimum de 24% de plomb pour obtenir du cristal. Après Marc, c'est sa fille Marie-Claude qui prend la relève en 1977. Lalique appartient aujourd'hui au groupe Art et Fragrance, devenu Lalique Group. Depuis qu'il a acquis la manufacture et la société Lalique, Silvio Denz a entrepris une politique de modernisation et de diversification de la marque. Modernisation notamment grâce à la construction d'un four à bassin qui permet d'augmenter la qualité du cristal mais également la productivité. À ses débuts, René Lalique crée des bijoux dans l'esprit joaillerie, autrement dit, il utilise diamants et autres pierres précieuses, très en vogue en cette fin de 19e siècle. Très rapidement, il va avoir envie d'innover, de créer des choses nouvelles, des choses que l'on n'aurait pas encore vues. Il va donc utiliser des matériaux jugés moins nobles ou moins précieux, tels que la corne, l'ivoire ou encore l'émail. L'émail lui permet de reproduire les nuances de couleurs qu'il observe dans la nature. Et l'émail est un matériau vitrifiable, proche du verre. Il va donc travailler l'émail en haut relief et petit à petit, il va également introduire le verre dans ses bijoux. René Lalique s'inspire de la faune et de la flore pour ses créations. La femme joue également un rôle majeur dans ses sources d'inspiration, dans son imaginaire. Lorsqu'il va pour la première fois orner l'un de ses bijoux d'une femme nue, cela va faire scandale, mais très rapidement, même ses détracteurs les plus virulents vont chercher à le suivre, à le copier. Parmi les autres sources d'inspiration de Lalique, on peut citer l'art japonais. Un très bel exemple, c'est ce peigne paysage soleil levant, en clin d'œil bien sûr au Japon, qui s'est ouvert et qui a beaucoup inspiré les artistes de la fin du 19e siècle, et René Lalique en faisait partie. Autour de 1900, René Lalique va créer ses premiers objets d'art en verre. Certains sont réalisés selon la technique dite de la cire perdue, d'autres sont déjà réalisés en verre soufflé dans un moule, mais un moule ici en métal précieux, en argent ciselé, qui va rester solidaire du verre qu'il en sert pour devenir monture. Ce sont des pièces extrêmement rares, techniquement extrêmement complexes à réaliser, la température de fusion de l'argent étant très proche de la température de travail du verre. René Lalique s'intéresse très tôt à la question de la lumière. Je vous le disais, il va utiliser l'émail dans ses bijoux, différentes techniques d'émail, dont l'émail en plique à jour, qui est une technique qu'il affectionne tout particulièrement. Alors ce pendentif 4 libellules est réalisé selon cette technique. En fait, l'artiste va réaliser une résille en or, appliquer en dessous une plaquette en cuivre, puis son émail, il va faire cuire son émail et ensuite il va supprimer à l'acide la plaquette en cuivre, ce qui permet d'obtenir une sorte de petit vitrail miniature avec des jeux de transparence tout à fait intéressants lorsque l'on regarde, suivant l'angle selon lequel on regarde la pièce. Grâce au verre, René Lalique peut jouer sur les jeux de contraste et de lumière. Le verre présente également un avantage certain, c'est-à-dire qu'il se travaille beaucoup plus facilement que les gemmes, que les pierres précieuses, parce qu'il ne présente pas de veines imprévisibles. Et puis surtout, le verre lui apporte le relief. René Lalique aimait beaucoup jouer sur ces jeux de relief. Les bijoux de Lalique ne sont jamais plats. On en a un exemple intéressant ici avec cette broche nymphe rose, où le personnage principal, la nymphe rose, est en relief sur la face avant de la pièce, tandis que les 4 autres personnages sont en intaille de l'autre côté. Les dessins ont toujours joué un rôle important dans le travail de Lalique, que ce soit Lalique bijoutier ou Lalique verrier. Pendant sa carrière de bijoutier, ces dessins sont des projets de bijoux. Ce sont aussi en quelque sorte, ils lui servent aussi de catalogue d'une certaine façon, puisqu'il les présente à ses clients, clientes avant de les réaliser.
Ce sont aussi des outils de travail avec ses collaborateurs, puisque souvent il va annoter ses dessins, indiquer la nuance d'une couleur, la taille d'une pierre, etc. Lorsqu'il passe au verre, on a plutôt affaire à des croquis. Là, les dessins de bijoux sont des dessins très aboutis. Lorsqu'il passe au verre, ces croquis lui permettent de donner une idée, de transmettre une idée à ses collaborateurs qui vont ensuite les transformer en 3 dimensions. Les expositions universelles sont des moments importants pour les nations, puisqu'elles y présentent ce qu'elles ont entre guillemets de meilleur en termes techniques, artistiques ou encore social. Les artistes ont bien compris l'importance de ces expositions et René Lalique va présenter ses œuvres à l'occasion de différentes expositions. L'exposition universelle de 1900, c'est un moment de mutation extrêmement important. C'est la fée électricité par exemple, c'est le premier métro également à Paris. René Lalique est là dans une période de transition et au cours de cette exposition universelle, son talent va vraiment rayonner au niveau international. Il présente ses bijoux dans des vitrines qui sont ornées de femmes libellules en bronze, des pièces tout à fait exceptionnelles qui vont, si j'ose dire, veiller sur ses bijoux. Dans la première partie de sa carrière, René Lalique va utiliser le verre dans ses bijoux, créer ses premiers objets d'art en verre autour de 1900. À partir des années 1908-1909, le verre va prendre une importance de plus en plus grande dans ses créations, suite à sa rencontre avec un parfumeur, François Coty. Coty va demander à Lalique de créer des étiquettes pour ses flacons de parfum. Lalique les réalise dans un premier temps en papier doré, papier gaufré, papier imprimé. Puis lui vient l'idée de réaliser une étiquette en verre. C'est l'exemple que nous avons ici avec le flacon Les Fleurs. Deux exemplaires de ce flacon. À gauche, un flacon Les Fleurs avec une étiquette en verre créée par René Lalique qui était collée à chaud sur un flacon produit par Baccarat. On reconnaît le bouchon aux multiples facettes. Dans un deuxième temps, Lalique va, si j'ose dire, revoir sa copie, créer un nouveau bouchon orné d'insectes affrontés et puis surtout intégrer véritablement l'étiquette au flacon de parfum. Cette rencontre de Lalique avec Coty va jouer un rôle déterminant dans l'histoire de la parfumerie, puisque à partir de là, on va de plus en plus avoir un flacon qui est spécifique en fonction du parfum qu'il est destiné à contenir. À partir du début du XXe siècle, les flacons de parfum vont véritablement personnifier le parfum qu'ils sont destinés à contenir. Ils vont permettre de transmettre une image, de transmettre un message. Parmi les premiers flacons créés par René Lalique, le flacon Scarabée pour Pivert ou encore Sigalia pour Roger et Gallet témoignent vraiment de cette évolution. Vous voyez que Scarabée pour Pivert représente évidemment un scarabée. Le coffret destiné à la commercialisation, lui aussi figure ce scarabée. Sigalia de même. Avec l'exemple de Sigalia, on voit aussi la déclinaison des flacons de parfum en différentes tailles, différentes couleurs. Puis Lalique crée également des boîtes à poudre, puisque les dames se poudraient à cette période-là. René Lalique va non seulement créer des flacons de parfum, mais il va également concevoir des présentoirs à échantillons. Ici, 2 exemples pour Coty. Ces présentoirs vont permettre aux dames de tester les parfums avant de les acheter. Il va également créer des plaques publicitaires pour les vitrines des parfumeurs. Ici, 2 exemples, Coty et Roger et Gallet et autres grands noms de la parfumerie. On évoquait tout à l'heure les sources d'inspiration de Lalique. Parmi les sources d'inspiration, on pourrait également citer la Chine, avec ici les 2 flacons Le Jade qu'il a pu créer pour Roger et Gallet. Ces 2 flacons sont de couleur jade, en évocation du nom de la pierre, mais ils ont également une iconographie qui fait beaucoup penser à la Chine. La forme de ces flacons rappelle également les flacons pour le tabac à priser qui étaient beaucoup utilisés à cette période.
Le petit flacon créé pour Raquel Meller avec cette ornementation de fleurs rouges qui évoque les châles espagnols. On évoquait au début de cet espace le fait que le nom du parfum est souvent retransmis grâce à l'iconographie représentée sur le flacon. On en a ici un exemple flagrant avec les yeux bleus créés pour Canarinas et ce petit flacon orné d'une série de petits yeux bleus. Parmi les autres exemples intéressants, je voudrais parler du flacon Le Parfum des Anges, qui est évidemment orné d'anges et qui a été créé pour les magasins Oviat à Los Angeles. Lalique a travaillé pour d'autres magasins américains. Je pense en particulier au grand magasin Saks, pour lesquels il a créé les trésors de la mer. Ce trésor de la mer, c'est cette coquille qui est la boîte, le coffret destiné à présenter le flacon qui lui-même est à l'intérieur et qui est simplement une perle qui contient le parfum. René Lalique, bijoutier, avait été beaucoup copié. Lorsqu'il va passer au verre, il va déposer des brevets pour protéger les techniques innovantes qu'il va mettre au point. Parmi les brevets qu'il dépose très tôt, aux alentours de 1910, un brevet pour une technique qui s'appelle le soufflé, moulé, pressé simultané. Ça semble un petit peu barbare vu ainsi, mais ça permet de réaliser des flacons exceptionnels comme le baiser du faune. En fait, si vous regardez ce flacon, on comprend assez bien le concept. Soufflé, moulé, pressé, simultané. Le soufflage va permettre de réaliser l'anneau qui contient le parfum, tandis que le pressage qui a lieu de façon simultanée, qui a lieu en même temps, permet d'imprimer le motif qui est au centre du flacon. Les flacons fougères et 4 soleils de cette vitrine sont tout à fait exceptionnels. Ce sont des flacons relativement précoces, 1912 pour les deux créations. Et les médaillons de fleurs sur 4 soleils et les profils de femmes sur le flacon fougère sont des médaillons qui sont collés à chaud. Et sous ce médaillon, une petite feuille d'or qui permet de refléter la lumière donne un éclat particulier à ces créations. Au centre de cette vitrine, des flacons très colorés d'une rare modernité. Cela permet d'évoquer à nouveau les sources d'inspiration de Lalique, puisque ces flacons créés pour Worth sont inspirés par les gratte-ciel new-yorkais qui sont en particulier évoqués avec les 2 flacons sur la droite, Je reviens et sans adieu. Au centre de cette vitrine, les flacons vers le jour qui, eux, peuvent être inspirés par l'art africain ou l'art précolombien. Avant de passer à la fabrication en série, René Lalique a créé quelques pièces exceptionnelles, qu'il s'agisse de ce petit flacon orné de 2 coques affrontées où le décor en métal renferme un flacon en verre, ou encore ces 2 petites boîtes à poudre qui ont quant à elles été réalisées en corne. Autre flacon tout à fait intéressant, le flacon Lunaria. C'est un flacon orné de monnaie du pape. Lorsqu'on le regarde, il paraît relativement simple avec ses feuilles rehaussées d'émail noir. Et lorsque l'on s'approche, on voit qu'en réalité, les graines de monnaie du pape sont enfermées à l'intérieur du flacon.
Comment obtient-on un relief à l'intérieur d'un flacon? Eh bien, c'est un autre brevet déposé par René Lalique pour un flacon réalisé en plusieurs parties collées à chaud. Ici, la panse du flacon est réalisée en verre moulé pressé d'un côté, le fond du flacon réalisé aussi en verre moulé pressé de l'autre, et ces deux éléments sont collés à chaud, ce qui permet de renfermer le relief à l'intérieur du flacon. Cette vitrine rassemble plusieurs flacons exceptionnels. Je pense en particulier aux flacons œillets et pavots qui sont réalisés aussi en deux parties collées à chaud. Là, c'est la face avant et la face arrière qui sont collées à chaud, et le motif de fleurs, œillets et pavots, c'est la partie qui contient le parfum, d'où une toute petite contenance, mais aussi cet aspect tout à fait exceptionnel de ces deux flacons. Certains flacons de René Lalique sont de véritables prouesses techniques, mais ce qui est aussi intéressant de souligner, c'est le fait que René Lalique va sublimer certains éléments techniques. Je pense ici en particulier au bouchon du flacon. Souvent, le bouchon est une partie qui n'est pas très valorisée, voire un petit peu cachée. Lalique, au contraire, va jouer avec cet élément technique pour le sublimer. En témoignent ces différents flacons tiares qui sont ornés soit d'hirondelles, soit de fleurs. Ici, 8 flacons toujours aussi exceptionnels, les flacons bouchon cassis et bouchon mûr, qui sont d'une rare modernité avec leur tiare de couleurs vives. On nous interroge souvent pour savoir si ces flacons de parfum sont des créations contemporaines. En réalité, il s'agit de flacons créés et produits dans les années 1920. Cette vitrine centrale présente des flacons exceptionnels et extrêmement rares. Les deux premiers flacons sont réalisés selon la technique dite de la cire perdue. Cette technique permet d'avoir des flacons qui sont ornementés, qui représentent soit un coquillage, soit des poissons, mais qui présentent une panse qui est lisse. En réalité, le motif est enfermé à l'intérieur du flacon. Le premier, le flacon orné de poisson, est une pièce que René Lalique affectionnait tout particulièrement. Il la conservait, semble-t-il, toujours avec lui jusqu'en 1925, où il a accordé un prêt relativement long au musée du Louvre. La pièce a également voyagé aux États-Unis, et c'est seulement Marc Lalique qui, au décès de son père, a récupéré le flacon. Le petit flacon vert est tout à fait exceptionnel par sa taille et la finesse du décor. C'est un flacon dit corsetière que la femme qui le portait plaçait en réalité entre ses seins pour le garder toujours avec elle. Il est orné de 4 visages de femmes dont les détails sont assez exceptionnels au regard de la toute petite taille du flacon. Le flacon L'idylle est tout à fait remarquable. Il présente lui aussi un décor extrêmement fin. Il est réalisé lui aussi en deux parties collées à chaud, ce qui permet d'obtenir cette finesse du détail. Ça permet également d'avoir deux motifs différents sur la face avant et la face arrière de ce flacon. Sur la face avant de ce flacon, on voit un jeune couple d'amoureux, et sur la face arrière du flacon, on voit ces deux jeunes gens en train de s'embrasser. René Lalique a créé plusieurs flacons pour Ambre de Siam de Volnay. Le flacon qui est ici juste à ma droite est tout à fait exceptionnel. En fait, le haut du flacon qui présente ce motif de femme accroupie est le bouchon du flacon, tandis que le flacon lui-même, c'est la toute petite partie qui est en bas. On a très peu d'exemplaires de ce flacon en raison de la grande taille du bouchon. Il était relativement instable. Il figure une femme qui respire les effluves du parfum ici, Ambre de Siam.
L'exposition des arts décoratifs et industriels modernes de 1925 marque l'apogée de la carrière de verrier de René Lalique. En 1900, son succès de bijoutier est international. À l'occasion de l'exposition de 1925, c'est son talent de verrier qui est reconnu à travers le monde. Il est invité par de nombreux collègues, je pense en particulier à la manufacture de Sèvres, pour contribuer à la décoration de leur pavillon. Il contribue également à la décoration du pavillon de la Cour des métiers. Mais il a son propre pavillon que nous apercevons ici avec des portes en verre ornées de fleurs. À l'intérieur de ce pavillon, une salle à manger et différents autres espaces où il met en valeur ses créations. Et puis cette fontaine monumentale, source de France, qui est ornée de cariatides, plusieurs modèles de cariatides différents, dont nous avons la chance d'avoir quelques exemplaires ici. Nous sommes ici dans l'espace consacré aux arts de la table, les arts de la table qui sont la production caractéristique de la manufacture d'Alsace. Je l'ai dit en introduction, René Lalique vient installer sa manufacture au lendemain de la Première Guerre mondiale en Alsace. Pourquoi choisit-il cette région? Eh bien, il l'a choisie parce qu'il savait pouvoir trouver ici la main-d'œuvre qualifiée nécessaire à l'exercice de son art. Nous sommes ici dans une région de tradition verrière depuis la fin du Moyen-Âge. Il y a de nombreuses autres manufactures où Lalique a pu débaucher des artisans hautement qualifiés. Et puis au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement français a également cherché à faire de l'Alsace-Moselle retrouvée des vitrines, si j'ose dire, de la France. Donc René Lalique a bénéficié d'un certain nombre de mesures fiscales incitatives pour venir s'installer ici en Alsace. Il a, dans sa manufacture, créé de nombreux éléments pour la table, que ce soit des services de verre, des assiettes, des coupes et autres saladiers. Alors dans cet espace, nous présentons entre autres le service Vingen, qui est une création de 1926 et qui est un petit clin d'œil au nom du village où est implantée la manufacture. Cette vitrine centrale permet de montrer la diversité des objets pour la table. Au centre, surtout, un motif décoratif de centre de table qui est une création de 1905, une création précoce qui montre déjà tout le talent de Lalique Verrier, sa maîtrise technique, tout en rendant hommage également à son talent d'orfèvre. Parmi les autres pièces, quelques menus, porte-menus, des verres à boire bien sûr et des carafes. On voit vraiment ici le talent, la diversité du talent de René Lalique, et puis on comprend mieux sa philosophie. La philosophie de Lalique étant de rendre le beau accessible, de faciliter l'accès à l'art. Alors ici, cette partie de l'espace consacrée aux carafes, qui montre vraiment la continuité du travail de Lalique et l'affiliation avec les flacons de parfum. Dans un premier temps, on a des carafes extrêmement travaillées. Je pense à la carafe Sirène et Grenouille créée en 1911, à la carafe de danseuse ou encore à la carafe Masque, où on reconnaît vraiment l'influence à la fois de l'art nouveau, mais également un certain nombre de caractéristiques techniques. On sent bien sûr l'influence de l'art déco sur ces créations, mais l'idée était également de pouvoir mieux voir le vin à travers la transparence de ces carafes. René Lalique a également eu une créativité riche dans le domaine de l'art sacré. C'est relativement peu connu, d'autant moins que René Lalique était athée.
Derrière moi, l'exemple d'Ouvre la délivrande en Normandie, où René Lalique a créé un retable, un crucifix et surtout des verrières tout à fait remarquables. Elles sont certes en verre blanc, mais le motif de lys est évidemment une référence à la pureté mariale, a beaucoup séduit, et cet univers est vraiment extrêmement riche, évolue en fonction de la lumière qui évolue dans la journée. Lalique a certes créé pour d'Ouvre la délivrande, mais il a également créé pour d'autres églises, en particulier l'église Saint-Nicaise à Reims, l'église Saint-Matthieu sur l'île de Jersey, mais également pour une chapelle funéraire à Cuba. Alors ici, nous sommes dans un espace du musée que nous avons intitulé Lalique, poète du verre, et qui permet de montrer la diversité des sources d'inspiration de René Lalique. On les a évoquées précédemment, la femme, la faune et la flore, mais également l'influence du Japon, l'art africain, l'art précolombien, ou encore l'Antiquité gréco-romaine. Cet espace évolue beaucoup au fur et à mesure des nouveaux prêts, dépôts et acquisitions. Alors, cette vitrine murale montre la diversité des créations autour de la figure humaine, avec entre autres ce panneau athlète créé en 1912, où on sent très fortement l'influence antique, mais également ces vases Bacchante et Danaïde. Bacchante, ce vase est une création de 1927 et toujours un des best-sellers aujourd'hui, une référence bien entendu aux prêtresses de Bacchus. Juste devant le flacon d'Anaïde, lui aussi faisant référence à la mythologie. Alors, dans cette dernière partie de la vitrine consacrée à la figure humaine, trois cires perdues. Ces cires perdues qui sont des pièces remarquables, éditées, ce sont soit des pièces uniques, soit éditées en petites séries. Ici, les deux chérubins s'embrassant, qui sont une sculpture créée en 1931 pour la salle à manger de Madame Paquin. Madame Paquin était une grande couturière et Lalique a orné son salon avec entre autres une fontaine qui était ornée de ces petits angelots. À droite, deux vases intitulés Ronde d'enfants et voile et enfants, farandole et feuillage, qui sont eux aussi réalisés selon la technique dite de la cire perdue. Alors, cette technique est remarquable et elle permet d'obtenir de très nombreux détails. Lorsque l'on s'approche de ces pièces, à certains endroits, on voit encore la trace des doigts au niveau du modelage de la cire. La flore fait partie des principales sources d'inspiration de Lalique. Ici, quelques exemples avec des épis de blé, du lierre et surtout des motifs églantines et lys, avec ce miroir assez remarquable créé en 1921 et que nous avons présenté avec ces deux flacons, enfin le flacon et la boîte à poudre que René Lalique a créé pour d'Orsay. Cette vitrine centrale évoque l'influence de l'art déco sur les créations de René Lalique, également l'influence de sa fille Suzanne Lalique-Avilande avec qui il a beaucoup collaboré. Elle a insufflé un souffle de modernité sur les créations de la maison. Elle a incité aussi son père à utiliser l'émail noir, avec un des exemples les plus représentatifs qui est ce vase tourbillon créé en 1926 et qui a été lui aussi réédité par la suite. On sent dans les créations de Suzanne Lalique l'influence de l'art africain et de l'art précolombien. Son mari, Paul Berthier-Avilande, possédait en effet une collection d'art précolombien et son beau-frère, Franck Berthier-Avilande, grand ami de Pablo Picasso, une collection d'art africain. On retrouve également quelques bijoux dans cette vitrine
qui sont vraisemblablement là aussi des créations de Suzanne Lalique. René Lalique s'est beaucoup intéressé, on l'a vu, à la question de la lumière, et avec l'arrivée de l'électricité, il a vraiment joué sur les qualités qu'offre le verre en matière de diffusion de la lumière. Il a souvent cherché à enfermer la source de lumière pour mieux la diffuser. En témoignent ces 3 lustres présentés dans cet espace Lalique poète du verre. 4 vases, Picardie, Dordogne, Périgord et Armorique, qui sont des vases en verre opalescent. René Lalique, bijoutier, affectionnait tout particulièrement les opales, ces pierres aux multiples nuances. Et lorsqu'il devient verrier, il va beaucoup travailler le verre opalescent, qui est entre autres obtenu grâce à l'adjonction de fluor dans la composition, et il aime là aussi à jouer sur les nuances qu'offre la matière. On connaît principalement les pièces de Lalique incolore, opalescente, ou alors lorsqu'il y a de la couleur, elle est souvent apportée par la patine ou l'émail. Mais Lalique a également créé des pièces en couleur, teintées dans la masse. Nous en donnons ici quelques exemples, depuis le vase escargot jusqu'au vase sauterelle. Cette fontaine poisson permet de faire le lien entre les pièces que nous venons de voir jusqu'à présent et les pièces qui seront présentées dans l'espace suivant. Il s'agit de la fontaine poisson créée en 1937 par René Lalique et ici rééditée en cristal. Les pièces produites par René Lalique l'étaient en verre, et aujourd'hui Lalique est passé au cristal. C'est Marc Lalique qui a insufflé ce changement au début des années 50. La différence entre le verre et le cristal, c'est la présence de plomb. Il faut un minimum de 24% de plomb pour obtenir du cristal. René Lalique décède en 1945. À ce moment-là, son fils Marc va accéder à la tête de l'entreprise. Il va continuer la création, il va poursuivre le bestiaire commencé par son père, mais il va également concevoir et fabriquer des services de verre. Je pense en particulier au verre Roxane ou au verre Ange. Mais il va également créer des flacons de parfum, en particulier pour Nina Ricci. Lorsque Marc décède, sa fille Marie-Claude va prendre la relève en 1977. Elle aussi va poursuivre le bestiaire, compléter le bestiaire commencé par son père et son grand-père, et s'inspirer en particulier par les animaux africains, ici le lion Bamara et le motif Zeila. Marie-Claude aimait également tout particulièrement l'association de cristal clair et de cristal de couleur, réalisée selon la technique de l'injection, de la double injection. Avec le vase orchidée, on en a un exemple significatif. Ce vase est d'abord réalisé en verre soufflé dans un moule, puis il est placé dans un autre maintenu au chaud, placé dans un deuxième moule où de la matière en fusion est injectée dans des parties laissées creuses, ce qui permet d'obtenir ces motifs tout à fait remarquables. La création Lalique se poursuit aujourd'hui avec des rééditions de pièces anciennes, mais également des créations contemporaines, de nouvelles collections par an, principalement inspirées par la femme, la faune et la flore. Lalique a également développé des éditions d'art en rééditant des pièces d'artistes vivants ou décédés. Je pense en particulier à des rééditions d'après Yves Klein, mais également ici les éléphants dansants qui sont édités d'après les éléphants dansants de Rembrandt Bugatti. Rembrandt Bugatti qui avait créé ces éléphants pour les voitures de son frère. Lalique a également collaboré avec des architectes de renom pour la conception de pièces. Je pense en particulier à Zahedine avec les exemples de Visio et Manifesto, mais également à Mario Botta.
La manufacture Lalique ne se visite pas, mais il était important que le musée rende hommage aux hommes et aux femmes qui perpétuent aujourd'hui encore les savoir-faire. Nous leur avons consacré un petit film en fin de parcours et nous présentons également cette table avec les vases bacchantes, l'évolution de la fabrication du vase bacchante depuis le moule jusqu'à la pièce terminée signée. Nous avons choisi cette pièce puisqu'elle est emblématique, créée en 1927 et toujours un des best-sellers aujourd'hui. Marc Lalique a créé de nombreux flacons de parfums pour Nina Ricci. Marc et Robert Ricci, le fils de Nina, étaient camarades de collège et c'est relativement naturellement que Robert Ricci a fait appel à Marc Lalique pour créer des flacons de parfums pour les parfums lancés par sa mère. Le plus connu d'entre eux est certainement L'air du temps, qui est une création de 1951 et qui est remarquable entre tous avec ce flacon torsadé orné de deux colombes qui se bécotent. Lalique a revu plusieurs fois le modèle, avec ici un autre modèle, le modèle Monde, qui a été créé en 1998. L'espace dévolu au cristal permet d'aborder les techniques, que ce soit le soufflage, la technique du verre moulé pressé, de la double injection, le satinage, la couleur, mais aussi l'émaillage. Parmi les exemples les plus intéressants concernant l'émaillage, je citerai le flacon et la boîte Cactus, qui sont des créations de 1928, mais rééditées aujourd'hui en cristal. Vous pouvez y découvrir le remarquable travail de l'émaillage avec ces petites pointes d'émail noir qui évoquent vraiment qui rehausse le flacon et la boîte, lui donnant vraiment cet esprit de la plante du cactus. Bien qu'ayant œuvré très activement pour l'industrie de la parfumerie, René Lalique et Marc Lalique n'ont jamais créé leur propre marque de parfum. C'est Marie-Claude Lalique, la petite fille de René Lalique, qui en 1992 a pris l'initiative de créer une division parfum au sein de la maison Lalique et de lancer son propre parfum à son image, Lalique de Lalique, la première ligne féminine lancée cette année-là en 1992. La maison crée aujourd'hui des parfums réguliers, des éditions limitées en cristal et également des parfums pour la maison, des parfums d'ambiance, mais également des œuvres d'art, des parfums d'exception, comme ces deux flacons que nous découvrons ici. L'édition en cire perdue de Fleurs de cristal, lancée à l'occasion du 150e anniversaire de la naissance de René Lalique en 2010, et l'édition Serpent, également lancée en 2010, le soir de la célébration de l'anniversaire de René Lalique le 6 avril. Dernière pièce d'exception lancée par la division parfum de la maison Lalique, c'est ce somptueux flacon Soleil Lalique lancé en août 2020, une édition contenant 1,5 litre d'extrait de parfum, une pièce en cristal bien entendu, dans un somptueux coffret également, une pièce vraiment d'exception dont le motif rayonnant est souligné d'or 18 carats par les artisans de la manufacture Lalique. Un petit bijou qui est encore disponible pour les collectionneurs.